Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h. Et le dimanche de 14h à 16h. Aujourd'hui, une émission consacrée à un tour d'horizon de l'ufologie française, l'ufologie en France. Il nous fallait, pour réaliser cette émission, trouver un personnage qui brasse tous les sujets, qui les connaît plus que bien. D'ailleurs, c'est une passion et c'est un très très long travail. Alors, on a réfléchi, mais pas longtemps. Et au bout de quelques secondes, on s'est dit, une des seules personnes qui pourrait brasser ce sujet et nous conter, pendant le temps que nous allons passer ensemble, les différentes histoires ufologiques françaises, c'est Joël Ménard. Joël Ménard, bonjour. Bonjour. Joël, tu es le directeur de Lumière dans la nuit. Oui. Lumière dans la nuit, est-ce que tu pourrais expliquer pour tous ceux qui... Oui, mais il faut pas dire ça, parce que si on dit que je suis le directeur, oui, les gens vont s'imaginer une grosse organisation dont je suis le chef. Je suis le directeur, mais je suis le balayeur aussi. Tu fais tout. Étant donné que je suis tout seul physiquement ici, et donc je ne dirige que moi-même. Alors, Lumière dans la nuit, c'est effectivement toi, avec l'aide de quelques enquêteurs quand même. Avec l'aide absolument indispensable de tous les gens qui veulent bien participer à la chose. Si j'étais tout seul, je pourrais rien faire. Si j'étais vraiment tout seul, je pourrais rien faire. Je suis faussement tout seul, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui m'aident à distance en m'envoyant des informations. Combien il y en a? C'est difficile à dire, parce que il y a des gens qui se manifestent plusieurs fois par semaine. Il y en a d'autres qui se manifestent une fois tous les 5 ans. Et puis il y a tous les intermédiaires, tous les niveaux intermédiaires d'implication. Donc c'est difficile à dire. Disons qu'il y a, en rassemblant tout le monde, peut-être une quarantaine de personnes qui collaborent à la revue, qui font la revue en fait. Parce que sans eux, il n'y aurait rien. La revue, on est à combien de numéros maintenant? Alors, celui qui est actuellement chez l'imprimeur, c'est le numéro 384. C'est un mensuel? Non, c'est pas un mensuel. C'est ni un mensuel, ni un quinzomadaire, ni rien de tout ça. Ça s'appelle un quand j'ai fini. En fait, l'idéal serait d'en faire 6 par an. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi. Je vais encore tenter cette année d'en faire 6, mais je n'ai jamais réussi. En fait, je le fais pas exprès, mais j'en fais en moyenne 5, j'en ai fait, disons, depuis 18 ans et demi. J'en ai fait 5 par an en moyenne, étant donné que au mois de septembre, quand il y a eu 18 ans que je faisais le travail, j'avais fait très exactement 90 numéros. Depuis, il y en a un 91e qui a vu le jour, et bientôt il y en aura un 92e, mais 90 numéros en 18 ans, ça fait une moyenne de 5 par an. J'aimerais en faire un peu plus. Très franchement, j'ai jamais réussi, parce que c'est vraiment beaucoup de travail, et puis ça pose un tas de problèmes à tous les niveaux, surtout administratifs, et c'est pas cela que je préfère. On en parlera un peu plus tard, Joël, mais est-ce que c'est le genre de revue qu'on peut trouver chez son libraire? Ah non, on ne peut pas trouver ça chez son libraire, tout simplement parce que il n'y a pas d'organisation qui s'occupe de ça. Ça pourrait être le cas, mais ça n'est pas le cas. Je consacre tout mon temps, à peu près tout mon temps, vraiment, on peut dire 97% de mon temps à faire la revue, encore une fois, avec l'aide ô combien indispensable d'un certain nombre d'amis qui m'aident à distance. Et il ne me reste aucune liberté, aucun temps pour m'occuper de mettre sur pied un mode de diffusion qui serait certainement bien préférable, mais encore faut-il pouvoir le faire et c'est pas possible.
si je m'occupais de diffuser la revue en librairie, étant donné que personne ne va le faire à ma place, je vois pas quand je ferai la revue. Donc j'ai choisi de faire la revue et elle est distribuée sur abonnement. D'accord, sur abonnement à une adresse qu'on peut donner tout de suite d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Lumière dans la nuit, alors il suffit d'écrire LDLN, qui sont les initiales de Lumière dans la nuit, c'est plus rapide d'écrire LDLN. BP 3 86 800 Saint-Julien-Lard. Lard, ça s'écrit L'_ARS. Très bien, et nous redonnerons cette adresse en fin d'émission. Avec grand plaisir. Voilà, bien sûr, attends. Alors on a déjà fait de nombreuses émissions ensemble, hein. Joël est notamment à Châlons, en Champagne. Ah oui, je me souviens. En rencontre ufologique européenne de Châlons en Champagne. Alors aujourd'hui, si tu es avec nous, c'est pour nous donner quelques nouvelles de cette ufologie française. Tu as de nombreux cas qui te sont soumis. Les enquêteurs te parlent d'histoires, d'enquêtes, etc. Toi, tu archives, tu regardes celles qui t'intéressent le plus. Alors tu en mets certaines dans Lumière dans la nuit, mais il y en a d'autres que où tu n'as pas le temps de mettre, ou pas la place, ou tout simplement il n'y a pas encore assez d'éléments pour que tu puisses les publier. Bref, tout ça, ce sont des histoires que ne connaissent pas forcément les amateurs d'ufologie, ceux qui se posent des questions sur le sujet, et c'est justement pour ça que tu es là avec nous aujourd'hui. Alors, si tu devais commencer, car il y a un début à tout, par une histoire à nous raconter, par un cas bien précis, lequel choisirais-tu ? Il n'y a probablement pas de choix à faire, le choix il est tout fait. Et ce qui m'a le plus frappé, je crois que je suis pas le seul, ces derniers temps, c'est une drôle d'histoire qui en fait concerne les crop circles. Alors bon, je pense que les auditeurs d'ici et maintenant doivent savoir ce que c'est que le crop circle, hein. C'est peut-être pas la peine de leur expliquer. Une pensée pour les nouveaux auditeurs qui ne connaissent pas. Une petite attention pour les nouveaux venus. Depuis à peu près 25 ans, dans l'extrême sud de l'Angleterre notamment, mais aussi ailleurs, sont apparus des dessins géométriques dans les champs de blé ou d'autres céréales, à l'époque où ces céréales sont mûres, ou un petit peu avant, quand elles sont en train de mûrir. Au début, il y a une vingtaine d'années, il s'agissait de dessins simples. Alors ces dessins sont faits par aplatissement des céréales. C'est-à-dire que les tiges sont couchées et ça forme des dessins de grande taille qui étaient dans l'ensemble très simples il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on avait des disques, j'emploie le mot disque pour désigner un cercle et ce qu'il y a à l'intérieur du cercle, hein. Donc on avait essentiellement des disques ou des couronnes dans lesquelles le blé était aplati. Ça, c'était la situation il y a, disons, une vingtaine d'années. Petit à petit, jusqu'au tout début des années 2000, ces dessins se sont complexifiés et ils ont même atteint, dès les années 90, un niveau de complexité géométrique et un niveau de perfection dans le tracé et dans la taille, parce qu'il y a eu des tracés avec des dimensions colossales. J'ai peur de me tromper, mais je crois que dans le cas du crop connu sous le nom de 408 cercles, ça devait avoisiner, alors il s'appelait 408 cercles ou 408 disques parce qu'il était formé par 408 ou 409 disques de divers diamètres, assemblés selon une figure qui est difficile de décrire à la radio, mais qui était vraiment très belle. Je crois que cet ensemble avait un diamètre qui avoisinait les 200 mètres. Alors, donc ces choses-là se sont complexifiées. Au début, il y avait des gens qui disaient, ils ne se sont pas privés de le dire d'ailleurs, que tout ça c'était de la bêtise, que vraiment il fallait être ufologue pour s'intéresser à ça, et que c'était très simple de faire des crop circles
qu'il suffisait d'aller dans les champs la nuit sans se faire piquer par les propriétaires, qui en général apprécient assez peu. Il suffisait d'aller dans les champs discrètement avec, par exemple, des planches, par personne une planche, aux extrémités de laquelle étaient fixées 2 cordes tenues dans les mains. Donc vous imaginez, vous avez une planche devant vous, à chaque extrémité de la planche, il y a une corde que vous tenez une dans la main droite, l'autre dans la main gauche. Vous mettez par exemple le pied droit sur la planche, et puis comme ça vous avancez en aplatissant le blé. Alors il y avait des gens qui disaient, et qui étaient même très fiers de dire, que il n'y avait aucun mystère, hein, il n'y avait pas de cause extraordinaire à tout ça. N'importe quel crétin pouvait faire ça avec une planche et 2 cordes. Alors à l'époque, il y avait certaines raisons pour lesquelles nous n'étions pas convaincus, mais alors ces raisons sont allées en augmentant d'année en année, parce que les dessins se sont complexifiés énormément. Il y a par exemple des veines d'inspiration pour les auteurs de ces dessins, qui sont peut-être les peintures de Vasarely, la géométrie fractale, et puis plus récemment, il y a un excellent ufologue anglais passionné par le problème des crops, à tel point d'ailleurs qu'il s'intéresse plus aux crop circles qu'aux ovnis proprement dit, j'ai l'impression. C'est William Betts, qui a découvert par un étrange hasard dans une librairie de Londres un très beau petit livre de John Wilson. Wilson, ça s'écrit avec 2 L, qui s'appelle Mosaic and Tessellate Patterns. Et c'est un livre qui en fait est destiné à tous les gens qui s'intéressent, mais plus particulièrement aux jeunes, aux enfants sages, qui ont envie de s'amuser à faire toutes les jolies choses qu'on peut faire avec un compas, une règle et ce qu'il faut pour écrire. Il a donc publié ce petit livre qui est très peu connu et qui est pratiquement introuvable, je pense, à moins qu'il ait été réédité, mais j'ai aucun signe me disant qu'il ait été réédité. Ce livre montre un assez grand nombre de dessins géométriques stupéfiants qu'on peut faire très simplement avec une règle et un compas. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec une règle et un compas. Ça, Vasarely et d'autres l'avaient compris. Bon, ça a été à la fois Vasarely et puis ensuite, de façon évidente, le livre de Wilson, ont été des sources d'inspiration pour disons, des créatures humaines ou non humaines, je n'en sais rien, qui fabriquent les crop circles. Et depuis 2 ou 3 ans, le phénomène a peut-être un petit peu fléchi en intensité en Grande-Bretagne, mais par contre, il a tendance à se développer dans d'autres pays. Et en 2006, il y a eu, à ma connaissance, 3 crops qui ont été trouvés en France. Ça se passait fin mai et début juin. Et il y en a eu un dans la Beauce, dans la région de Malesherbes ou Pithiviers, par là. Et c'est déjà plus tout à fait la Beauce, mais c'est le bord de la Beauce, disons. Et puis, il y en a 2 autres qui sont apparus dans le sud des Deux-Sèvres. Le premier à Lacquard, fin mai, et le second à Souvigné, tout près de là, à peut-être 3 km à vol d'oiseau de celui de Lacquard. Bon, pour les généralités sur les crop circles, on a peut-être dit l'essentiel. Alors, ce qui s'est produit cette année, c'est que quand ces crops, encore une fois pour les petits nouveaux, le mot crop, c'est celui qui est le plus souvent utilisé comme abréviation de crop circle, hein, mais il y a d'autres termes pour désigner ces choses-là, agroglyphes, pictogrammes, ou géoglyphes, ou tout ce qu'on veut. Enfin, le plus simple, c'est crop. Tout le monde dit crop, alors bon, disons crop. Alors, quand les 2 crops du sud des Deux-Sèvres sont apparus, l'un fin mai
et l'autre début juin, il y a évidemment des gens qui y sont allés et qui ont fait des photos dans les crops, comme en Angleterre. C'est devenu un sport national dans le sud de l'Angleterre. Hein. Les nouveaux arrivants ne le savent peut-être pas, mais c'est presque devenu une industrie locale dans le Wiltshire notamment. L'été, du mois de juin au début août, c'est devenu une attraction touristique et c'est devenu presque parler d'industrie locale. Donc, quand ces deux crops sont apparus au début de l'été 2006, un petit peu au nord-est de Niort, des gens sont allés là-bas et puis évidemment on fait des photos. Et sur certaines de ces photos, on constate des anomalies parfaitement étonnantes. C'est-à-dire que vous avez le paysage, avec le crop au premier plan, en général le ciel, parce que quand les gens font une photo de ces choses-là, la ligne d'horizon se trouve dans le champ en général. C'est pas une obligation, mais la plupart du temps c'est le cas. Et sur au moins 17 photos prises par au moins 6 personnes sur les crops de Laquard et de Souvigné, on a des anomalies d'aspect assez variés, plutôt difficiles à interpréter, mais en tout cas vraiment étonnantes. Par exemple, on a des formes plus sombres que le ciel. Alors, je vais vous parler uniquement des anomalies avec le ciel derrière, hein, des anomalies constatées sur le fond du ciel. Alors, il y en a qui sont blanches, avec ou sans ombre dessus, autrement dit plus claires que le ciel, qui était parfaitement bleu au début de l'été. Et puis il y en a d'autres qui sont grises, avec des niveaux de gris variables d'une photo à l'autre. Bien souvent, il s'agit d'anomalies qui n'ont pas une forme particulière. Ça a une forme bien souvent patatoïdale, la forme d'un ballon de rugby avec les bords un peu flous, par exemple. Mais il y a aussi un bâton, une tige, quelque chose comme un cylindre dont la longueur serait beaucoup plus grande que le diamètre. Il y a également ce qu'on appelle la croix. C'est quelque chose comme deux tiges qui se coupent et qui sont légèrement incurvées, qui changent de direction à leur intersection. Beaucoup de ces anomalies sont de dimension angulaire assez faible. C'est-à-dire que bien souvent, les gens regardent leurs photos et ne remarquent rien. Il faut un examen approfondi de la photo pour s'apercevoir que, tiens, là, il y a une petite cochonnerie, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et quand on a grandi, on s'aperçoit qu'on a une forme qui peut être quelque chose comme un ballon de rugby à bord un petit peu flou, ou bien un bâtonnet, ou bien autre chose. Ce sont des photos, Joël, qui ont été prises uniquement lorsque la personne se trouvait à l'intérieur du cercle? Non. Les deux cas se présentent. Il y a des photos surprises qui ont été prises, enfin qui montrent un panorama général avec le crop dedans. En général, l'auteur de la photo a les pieds par terre, parce qu'il n'est pas facile de se promener dans les champs avec une échelle double, surtout si on ne veut pas abîmer les cultures. Donc en général, les gens qui font des photos d'un crop, tout en étant à l'extérieur du crop, et même d'ailleurs s'ils sont dedans, ils se hissent sur la pointe des pieds pour essayer de gagner quelques centimètres. Et bon, ces photos prises sous incidence rasante sont pas les plus révélatrices de la géométrie globale du crop,
Mais comme il est bien difficile de prendre de la hauteur, c'est généralement tout ce qu'on peut se permettre. Donc il y a des photos prises de l'extérieur, des photos prises de l'intérieur du crop. Et il y en a, à ma connaissance, 17 pour les seuls crops de Lacquard et de Souvigné. Alors, ce qu'il vaut mieux savoir, c'est que la plupart du temps, j'ai même envie de dire presque tout le temps, c'est des anomalies qui ont de faibles dimensions angulaires et qui risquent de passer inaperçues au premier regard. En particulier les gens qui ont des appareils numériques et qui regardent leurs photos simplement sur l'écran LCD, ils ont bien peu de chances de découvrir des anomalies s'ils en ont capté. Ensuite, ces anomalies présentent souvent des contrastes faibles par rapport au ciel. Je pense là à plusieurs photos surprises obtenues à Lacquard ou à Souvigné cet été, où il a fallu jouer sur le contraste pour faire ressortir la forme. Parce que bien souvent, vous avez une anomalie qui est d'une part de très petite dimension, enfin de petite dimension angulaire, et d'autre part qui présente un contraste très faible par rapport au ciel. Par exemple, la chose est gris clair, alors quelque chose d'un gris bien clair sur le fond du ciel bleu du mois de juin, ça peut, si c'est de petites dimensions, ça peut parfaitement passer inaperçu. Ça passera très facilement inaperçu sur l'écran LCD, et ça pourra même passer inaperçu sur un tirage de format ordinaire. Alors, juste, si on repère l'anomalie, qu'on booste le contraste et qu'on zoome sur l'anomalie, alors là on s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Alors justement, est-ce que ces photos ont été analysées ou regardées de plus près en tout cas, ou par une personne qui a du matériel informatique lui permettant d'aller plus loin dans la recherche, ou par un professionnel de la photo? Oui, moi je me suis adressé à un professionnel de la photo. Bon, pour tout vous dire, j'ai eu 2 photos surprises, toutes les 2 sur le crop de Souvigné. Quelques jours après, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul, parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient eu les mêmes surprises. J'ai aussitôt alerté mon ami Jacques Garnier, qui était venu me rejoindre sur le crop de Souvigné le premier jour où j'y suis allé, et je lui ai dit, regarde attentivement tes photos, parce que il y a déjà eu pas mal de photos surprises obtenues sur ces crops. Alors il a regardé, et effectivement il en avait une magnifique, mais qui lui avait échappé parce qu'il n'avait pas regardé assez attentivement ces photos. Alors, à la suite de ça, j'ai contacté un photographe professionnel. Je lui ai communiqué ces images. C'est quelqu'un de très prudent, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux problèmes ovnis depuis très longtemps. Il a d'abord vu quelque chose lui-même. Il est abonné à Lumière dans la nuit depuis je ne sais combien d'années, mais c'est quelqu'un de très prudent, qui ne veut pas commettre d'erreurs dans d'éventuelles interprétations. Donc, il n'aboutit pas à des conclusions très nettes. Je vois pas très bien comment il pourrait en être autrement. Il dit oui, c'est bizarre, je comprends pas, je sais pas. Il pose des questions pour essayer d'en savoir plus, mais en fait, on comprend pas. On sait pas ce que c'est. J'ai eu une surprise agréable. Il y a quelques jours, j'ai reçu un exemplaire d'une publication qui, en général, est plutôt vouée au debunking, c'est-à-dire au dénigrement,
en matière d'ufologie, et j'ai eu la bonne surprise de trouver dans cette publication, dont j'ai oublié le titre, une photo surprise qui a été faite en Belgique sur un crop circle qui est apparu en Belgique cet été, pendant l'été 2006. Je crois que c'est à Waterloo, et nos amis belges ont obtenu là une anomalie magnifique, un ballon de rugby à bord flou, qui présente un contraste très fort avec le ciel. Quand on regarde un tirage noir et blanc de cette photo, dans cette revue, on a l'impression que le truc est carrément noir, alors que les nôtres sont généralement soit blancs, soit gris, avec diverses tonalités de gris. Et là encore, Joël, on était à proximité d'un site. Pardon ? Là encore, on était à proximité d'un site présentant oui, tout à un fait. crop circle. Ah oui. Il y a un crop qui est apparu à... je ne sais plus exactement le nom de la localité, ça m'échappe un petit peu. Non, je sais, je crois que c'est Braine-l'Alleud. Et je crois que c'est le crop de Braine-l'Alleud. Si je me souviens bien, ça doit être à côté de Waterloo. Et ils ont eu un très beau ballon de rugby à bord flou qui semble décoller du crop et qui ressemble à certaines photos auxquelles je pense, mais qui est même plus chouette encore parce que là le contraste par rapport au ciel est très fort. D'accord, donc ces crop circles en France sont pour toi, en tout cas pour l'instant, l'événement le plus marquant, et notamment les photos qui sont sorties de... L'événement le plus marquant, non, j'ai peut-être pas envie de dire ça quand même, parce qu'il y a eu d'autres choses marquantes. Hein. On va en parler justement, ouais, on va en parler dans quelques instants. Mais là, ça te paraît vraiment très important. Ça me paraît important parce que il faut voir comment ça s'est déroulé dans le temps. Quand je me suis aperçu qu'il y avait eu ces photos surprises, moi j'ai téléphoné à mon copain qui était avec moi le premier jour à Souvigné. Je lui ai dit regarde attentivement tes photos. Il a pris le temps de le faire et puis il m'a dit ouais t'as raison, j'en ai une. Et la sienne est vraiment très jolie. Hein. On voit deux objets dans le ciel dont je vois vraiment pas ce que ça peut être. Oui, parce que il y a quand même un truc qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il y a une catégorie d'explications éventuelles qui vient tout de suite à l'esprit. Quand quelqu'un qui veut pas croire n'importe quoi, il faut pas croire n'importe quoi, il faut essayer d'analyser les choses au mieux. Hein. Quand quelqu'un de prudent voit ces photos, quelqu'un qui a envie de dénigrer tout simplement, parfois ça se rejoint, les gens ont tendance à dire, après tout c'est peut-être un oiseau qui est en train de s'envoler du champ, ou qui survole le champ. Ou c'est une mouche, un gros insecte, qui est passé devant l'objectif. C'est le genre d'explication, j'en vois guère d'autres, qui vient à l'esprit à propos de ces choses-là. Mais c'est vraiment curieux parce que moi j'ai fait énormément de photos au cours de mon existence. Je suis un collectionneur de photos un peu calmé maintenant, mais j'ai été actif. J'ai d'abord fait beaucoup de photos d'avions et puis après je me suis mis à faire des photos de paysages. Depuis pas mal d'années, je ne fais plus guère que des paysages, mais j'en ai fait en quantité. Il n'y a jamais des mouches qui sont venues m'embêter, qui sont venues voler devant l'objectif au moment où j'appuyais. Sauf une fois, le 30 juin 71. Là, apparemment, c'était un peu différent. Mais à part ça, j'ai jamais eu de problème avec les mouches ni avec les petits oiseaux. Et les gens qui font des photos, tout le monde fait des photos ou presque, vous diront qu'il n'y a jamais les oiseaux ou les mouches qui viennent les embêter quand ils font leurs photos. Par contre, dans le crop de Souvigné ou dans celui de la Couarde, où on n'était pas harcelé par les mouches, hein, je peux vous dire, encore moins par les oiseaux.
Et bien là, il y a eu au minimum 17 photos surprises qui sont apparues, dont 15 de jour. Et tout ça a été fait, je crois, maintenant on en est à 7 personnes. Il y a quand même un problème, d'autant plus que, comme je vous disais, il y a eu une très belle photo surprise obtenue par des Belges à Braine-l'Alleud cet été. Et puis, il existe des exemples plus ou moins analogues, plus ou moins différents selon le cas, en Angleterre aussi. Donc il y a vraiment un problème. Je voudrais pas courir le risque de dire des bêtises, mais j'ai quand même envie de dire que j'ai l'impression que les crop circles sont de bons endroits pour obtenir des photos surprises. Cela dit, toute photo surprise n'est pas obtenue sur un crop circle. On connaît quantité d'exemples en dehors des crops. Mais quand on voit les résultats des photos faites sur les crops, par exemple Pierre Bic en a fait une très belle en Angleterre, je crois que c'était, je sais plus si c'était en 2005 ou en 2004, mais il en a fait une très chouette. Et puis il y a d'autres personnes qui en ont eu aussi. C'est vrai que tout ça nous ramène, tu parles de Pierre Bic, tout ça nous ramène en quelque sorte à ces photos, ces fameuses photos du col de Vence. Oui. Hein, on peut quand même rapprocher, même si au col de Vence il n'y a pas de crop circle, c'est vrai qu'on y pense quand on t'entend parler de ces photos. Oui. C'est très curieux ça aussi, c'est quelque chose que je comprends pas du tout, que nous ne comprenons pas. Il y a apparemment des gens qui ont la faculté d'obtenir des photos surprises là où les autres n'en obtiennent pas, et qui obtiennent des photos surprises de grande dimension angulaire. Par exemple, je pense à la photo que j'ai mise en couverture du prochain numéro. C'est une anomalie, alors là, de grande dimension angulaire, très étrange. Moi, j'appelle ça un œuf sur le plat, mais on peut y voir autre chose. Bon, vous voyez une forme ronde, blanche, dans le ciel, grande, avec presque des ombres qui se dessinent dessus. Une traînée qui part vers le bas, et sur un bon agrandissement, on voit que cette traînée est formée par une succession de petits disques lumineux qui se chevauchent, et ça aboutit dans le bas de la traînée à un deuxième œuf sur le plat, plus petit que le premier. Bon, mais tout ça a quand même des dimensions respectables. En hauteur, ça doit faire à peu près la moitié de la hauteur de la photo. Autrement dit, c'est pas petit. Mais ça, c'est un cas particulier. Les photos surprises que j'ai pu voir et qui ont été faites sur des crops, elles sont de dimension angulaire plutôt petite. Et finalement, la photo de Braine-l'Alleud, la prise cet été, est bien une des plus remarquables. Joël Ménard, nous allons faire une première petite respiration musicale. Ces premiers pas, ces premiers cas nous ont permis de parler des photographies et des crop circles qui donc apparaissent petit à petit en France. Toutes sortes d'informations sur Internet. Je vous conseille notamment le site d'Anne Moreau sur les crop circles. Et puis pour le col de Vence, vous verrez, il y a beaucoup de choses. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. L'invité en est aujourd'hui Joël Ménard, qui représente sur notre antenne Lumière dans la nuit. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95 de notre invité Joël Ménard pour Lumière dans la nuit. Joël, on continue ce tour d'horizon de l'ufologie française avec un autre cas qui t'a marqué, sur lequel peut-être tu travailles encore. Alors, des cas qui m'ont marqué, il y en a pas mal, mais des cas récents, il y en a 3 qui datent de cet été, en France, je parle de la France. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est bien évidemment, il y a des choses bouleversantes dans d'autres pays, mais je suis un petit peu moins bien renseigné. Alors, en France cet été, il y a eu
3 ou 4 cas vraiment intéressants et qui sortent un peu de l'ordinaire. Il y a eu à EU, c'est une ville qui jouxte le Tréport, c'est dans l'extrémité nord de la Seine-Maritime. Une nuit, il y a un monsieur qui a été réveillé par un bruit de souffle très fort. Il s'est demandé ce qui se passait. Il s'est levé, il a regardé par la fenêtre, il a regardé par une autre fenêtre, et puis il n'y avait rien. Alors il s'est dit, bon, il comprenait pas, il s'est recouché, il s'est rendormi. Et le lendemain matin, quand il s'est levé, sur sa pelouse, il y avait un disque Alors un disque, n'allez pas croire qu'il s'agisse d'un disque matériel. C'était une trace en forme de disque dans sa pelouse de 2,90 m de diamètre, à bord très net. La trace était constituée par l'aplatissement de l'herbe et surtout le fait que l'herbe était brûlée. Les bords étaient, encore une fois, très nets. Si vous voulez voir des photos, une photo de cette trace, associée donc à ce bruit entendu pendant la nuit, le journal L'Informateur du Tréport a publié une très belle photo, qu'on peut se procurer d'ailleurs. Ensuite, toujours cet été, le 5 août, il y a deux messieurs qui roulaient en voiture sur l'autoroute A55 qui passe entre l'aéroport de Marignane et la mer. C'est-à-dire entre l'aéroport de Marignane et, je crois, ce qu'on appelle la chaîne de l'Estac. Ça se passait en fin de soirée, vers 10h30 ou 11h du soir. C'était le 5 août. Alors, ces messieurs sont des techniciens ou ingénieurs de l'aéronautique. C'est tous les deux des jeunes ingénieurs. Bien qu'il y en ait un qui travaille en laboratoire, mais il a fait des études d'ingénieur. Et puis l'autre était cet été stagiaire dans une grande entreprise aéronautique. On n'en dira pas plus puisque c'est pas la peine de révéler leur identité. L'un d'eux il consent, l'autre je ne sais pas. En tout cas, ils roulaient sur cette autoroute A55 dans le sens ouest-est, c'est-à-dire en direction de Marseille. Ils ont vu immobile au-dessus du bord opposé de l'autoroute, un objet immobile à peut-être, faudrait que je consulte mes notes, mais disons une quinzaine de mètres au-dessus du sol peut-être, un objet qui avait la taille d'une voiture, la forme disons, là encore une espèce de ballon de rugby, mais un peu cabossé, sur lequel on aurait collé comme deux queues de poissons sur un côté. Et cette chose-là était très lumineuse, elle était immobile au-dessus du bord opposé de l'autoroute. Eux, allant d'ouest en est, étaient sur la partie sud de l'autoroute. Et cette chose était immobile près du bord de l'autre partie de l'autoroute. Ils l'ont vu d'assez loin, ils se sont demandé ce que c'était, ils se sont approchés. Quand ils ont vu ça, ils ont été surpris. Ils n'ont pas eu le réflexe de s'arrêter tout de suite. D'abord, on ne s'arrête pas sur une autoroute comme ça, instantanément. Faut d'abord regarder ce qu'il y a derrière. Bon, finalement, ils ont dépassé l'endroit où ça se trouvait, et du coup, il y avait des arbres qui étaient qui bordaient l'autre voie de l'autoroute, qui leur ont masqué l'objet. Ils sont sortis à la première sortie, ils sont revenus, l'objet n'était plus là,
Mais quelques instants après, ils ont assisté à d'autres phénomènes lumineux, et en particulier, ils ont été survolés par un objet en forme de triangle avec 3 lumières aux extrémités de ce triangle. L'un de ces 2 témoins, qui se prénomme Mathieu, je ne sais pas s'il souhaite que je dise son nom, donc je préfère peut-être ne pas le dire. Mathieu m'a envoyé de très beaux dessins qu'il a fait de la chose, des dessins qui sont vraiment très éloquents. Ça, c'est donc quelque chose qui m'a marqué aussi. Il y a l'affaire de Landrecy, sur laquelle on pourra peut-être revenir. On va y revenir, mais surtout sur les 2 premiers cas que tu nous as cités, donc pour ce qui est de la marque en extérieur et de ce qui a été vu sur cette autoroute, il n'y a pas de suite. Pas pour l'instant, en tout cas. De suite, non. C'est-à-dire que voilà, ce sont des faits, il s'est passé ça, point. Il n'y a pas de... Très souvent, c'est comme ça. Oui, bien sûr. Oui. Ça se manifeste à vous... rarement, et puis ça donne pas nécessairement suite. Donc ensuite, il y a eu le cas de l'autoroute A55, là, si je me souviens bien, c'était le 5 août, vers 23h. Ensuite, il y a eu 2 cas importants, à 48 heures d'intervalle, l'un le 26 septembre et l'autre le 28 septembre. Alors, il y en a un qui fait l'objet d'une controverse, qui n'a pas fini de faire l'objet d'une controverse. C'est celui de Landrecy, dans le Nord. Alors, comme moi, les controverses, moins j'en subis, mieux je me porte, je préfère vous parler de l'autre. Le 28 septembre, ça se passe dans le sud du Jura, dans l'extrême sud du Jura. Hein. Tout à l'heure, avec la trace sur la pelouse, on était dans l'extrême nord du 76. Là, on est dans l'extrême sud du Jura, c'est-à-dire à la limite avec le département de l'Ain. Ce soir-là, donc 28 septembre, un petit peu avant 21h, c'est-à-dire vers 20h45 ou peut-être 20h50, il y a une jeune fille de 24 ans, prénommée Carole, qui se rend à son travail. Elle travaille dans une entreprise qui est pas très loin de là, mais dans le département voisin, une entreprise qui fabrique des flacons en plastique pour produits cosmétiques, c'est-à-dire des flacons de shampoing, quoi, en gros. Et elle travaille de nuit. Elle prend son service à 21h, et ce soir-là, comme toute personne qui va au boulot, elle n'était pas en avance. Elle conduisait sa voiture, qui est une petite voiture blanche. Je crois que c'est une 205, il me semble. Je sais plus très bien. Je crois. Elle arrive au sommet d'une côte, d'une petite côte. Enfin, elle s'approche du sommet d'une petite côte, et à cet endroit-là, au sommet de la côte, la route tourne un peu sur la droite et passe sous une ligne haute tension, qui est une ligne à 400 000 volts. Autrement dit, vous n'avez pas intérêt à mettre vos doigts dans la prise. Et arrivant presque en haut de la côte, elle voit des lumières devant elle, des lumières qui sont derrière un énorme pylône qui porte cette ligne de 400 000 volts. Elle se demande ce que c'est. Elle a l'habitude de parcourir cette route, évidemment. Et elle comprend pas très bien ce qui se passe. Donc elle ralentit. Elle arrive au sommet de la côte et elle voit ces lumières qui se déplacent pour elle de gauche à droite en suivant les câbles de la ligne à haute tension, mais derrière cette ligne à haute tension. Alors elle comprend de moins en moins de quoi il s'agit. Elle a ralenti, elle s'arrête. Elle s'arrête une quinzaine de mètres peut-être avant la ligne à haute tension, et elle voit la chose qui va s'immobiliser à
à peu près 300 mètres, peut-être un peu moins. Derrière le pylône suivant, mais assez près du sol. Tellement près du sol que d'ailleurs elle va se demander si c'est au sol ou juste au-dessus du sol. Alors, c'est à ce moment-là qu'ayant arrêté sa voiture, elle peut le mieux observer la chose. Ça a la forme un peu la forme d'un obus, dont l'axe serait horizontal, mais si vous voulez, un obus dans lequel vous retireriez la partie cylindrique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une forme ogivale à axe horizontal. Pour elle, qui regarde ça à travers la vitre avant droite fermée de sa voiture, la pointe de l'ogive est à sa gauche, c'est-à-dire vers le sud et orientée comme sa propre voiture. Sur cet objet, il y a un certain nombre de plaques rondes, comme de gros hublots, mais vraiment de très gros hublots, blancs, et la pointe de l'ogive émet un faisceau lumineux très puissant, avec une lumière beaucoup plus puissante que celle qui sort des énormes hublots blancs. Et ce faisceau lumineux est à peu près horizontal et éclaire des arbustes, diverses lignes d'arbustes qui se trouvent dans le paysage en avant de l'objet. Alors tout ça se passe en fait très vite, beaucoup plus vite que je ne vous le raconte. Carole s'arrête, elle voit ce truc-là, en même temps, elle voit qu'il y a une voiture qui arrive devant elle, assez lentement, et une autre voiture qui arrive derrière elle, assez lentement aussi. Et elle suppose que les conducteurs de ces deux voitures ont dû voir eux aussi la chose, puisqu'ils roulent lentement. En fait, je ne sais pas, peut-être qu'ils roulent lentement simplement parce qu'ils ont vu la voiture de Carole arrêter. Ça, on ne saura jamais, parce que aux dernières nouvelles, elle n'avait pas réussi à savoir qui était dans ces voitures. Alors, elle s'arrête donc, elle regarde cet objet par la vitre avant droite, sans la baisser et sans ouvrir la porte. Et puis c'est pas tout, il faut qu'elle aille travailler parce qu'elle n'est pas en avance. Donc, elle reste arrêtée très peu de temps, vraiment certainement moins de 30 secondes, et elle redémarre et elle va au travail. Et pendant sa nuit de travail, elle repense à la chose et elle se demande vraiment ce qu'elle a bien pu voir. Alors ça, c'est une observation qui m'a marqué parce que on a là, dans la description qu'elle donne, on a un objet structuré, matériel, en apparence, à savoir une sorte d'obus. Ou si vous voulez, pour donner une idée de cette forme, imaginez un ballon de rugby. Et puis vous l'étirez, ce ballon de rugby. Vous le déformez de manière qui s'allonge. Et puis vous le coupez en deux, par la moitié. Vous jetez la moitié de droite et vous gardez la moitié de gauche. Vous voyez ce que j'appelle une forme ogivale, un demi-ballon de rugby, avec de gros hublots blancs, et puis un projecteur très puissant dans l'axe de symétrie de la chose, qui éclaire devant. Bon, ça c'est un objet structuré, matériel apparemment, qui se déplace j'allais dire dans le ciel, mais très près du sol, qui s'arrête très près du sol aussi. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Moi, ça me rappelle les années 70, 80, surtout les années 70 et puis les années 60 aussi. Ces objets matériels qui étaient vus dans de bonnes conditions par des témoins qui en fournissaient des descriptions précises. On avait un petit peu perdu l'habitude de ça, parce que depuis une vingtaine d'années, le phénomène avait changé dans ses formes. On n'avait plus guère d'objets structurés vus de près. Ça n'avait pas complètement disparu, mais c'était quand même
devenue plus rare. Et là, on en a un beau cas, décrit par une personne que je crois parfaitement digne de foi. Et... Avec qui tu as communiqué ? Pardon ? Avec qui tu as communiqué ? Tu es entré en contact avec elle ? Tu y allais carrément. Je me déplace peu parce que j'ai tellement de travail de bureau à faire que j'ai peu l'occasion de me déplacer, mais là j'ai fait un effort parce que j'ai pu coupler ça avec autre chose que j'avais à faire dans la région, et j'ai bien aimé cette affaire. J'ai trouvé ce témoignage très net, et quand je suis arrivé là-bas, Carole m'avait fait un petit dessin très clair, très net. J'ai rarement vu des témoins faire des dessins aussi limpides de ce qu'ils ont vu. Et puis son témoignage était très simple. Mais la question, Joël, que peut se poser un auditeur, c'est oui. Comment as-tu été mis en contact avec elle ? Je veux dire, elle s'est adressée à qui ? Ça s'est passé comment ? Comment ça s'est passé ? C'est très simple. C'est un abonné de Lumière dans la nuit qui habite la région, qui m'a envoyé une coupure d'un journal régional qui est... Alors, ce journal, c'est... j'avoue que j'ai un petit trou de mémoire. C'est peut-être le Dauphiné libéré, mais je peux vous le dire tout de suite, puisque l'info, elle est dans le numéro 383. Et c'est comme ça que je l'ai su. J'ai eu tout simplement... Ah oui, parce qu'il faut dire ce qui s'est passé. Comment ça a fini par être publié dans le journal. Enfin, comment ça a été publié, assez vite d'ailleurs, dans le journal. La demoiselle en question était bien évidemment très émue par ce qu'elle avait vécu. Hein. Elle a eu une réaction que je trouve saine. Elle a été fortement étonnée. Elle en a parlé à ses parents. Ses parents sont des gens charmants. J'ai parlé avec son père. J'ai beaucoup apprécié cette rencontre avec son père aussi. Et donc elle en a parlé à ses parents. Et sa maman a eu une très bonne réaction. Elle a alerté le journal local. Et c'est comme ça qu'il y a eu un article dans ce journal qui doit être, je crois, le Dauphiné libéré. Un petit article, mais très clair, très net. Un article remarquable d'ailleurs parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un ricanement dans le texte. Le journaliste qui a fait ça s'appelle Naël Dandachi, et là vraiment lui aussi j'ai apprécié ce qu'il a fait. Il n'y a pas l'ombre d'une incitation à la rigolade, pas l'ombre d'une dérision. Il rapporte les faits. Il n'y a pas de commentaires déplacés. Ça change agréablement des innombrables articles de presse régionale intitulés « V'ni soit qui mal y pense » et autres subtilités du même genre. Là, il y a les faits, simplement les faits, et c'est très bien. Voilà comment je l'ai su. Non mais je pensais justement aux auditeurs qui peut-être sont tombés sur l'émission par hasard et se disent mais si moi je vois quelque chose, si je n'arrive pas à l'expliquer, si je ne comprends pas, que dois-je faire ? Bon bah là c'est par le biais de la presse, mais il y a beaucoup d'autres moyens aussi. Hein. Oui, tout dépend des circonstances. Ça dépend où on est, ça dépend dans quel environnement on se trouve. Là, la maman de la jeune fille a averti le journal local. Le journal local a fait plus exactement le bureau d'Oyonnax du journal local a fait un article très honnête. C'est à souligner parce qu'un article honnête sur les ovnis, ça se remarque, hein. Et bon, c'était suffisamment sérieux, ça m'a donné envie d'y aller, d'autant plus que j'avais autre chose à faire dans la région, donc j'en ai profité. Très bien, Joël. Je te propose une seconde respiration musicale
Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95 de notre invité est aujourd'hui Joël Ménard de Lumière dans la nuit. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95 de notre invité pour cette émission La Vague d'OVNI, diffusée le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h, et Joël Ménard de Lumière dans la nuit. Nous allons passer à une nouvelle histoire dans quelques instants, mais juste avant de conclure, Joël, tu voulais rajouter quelques mots sur l'affaire précédente concernant une photo surprise, une autre. Oui, il y a une petite histoire de photo surprise qui est liée à cette observation. Je crois que j'ai pas dit le nom du lieu, c'est Toirette. C'est une localité qui est dans le Jura, mais en bordure de l'Ain. C'est en bordure à la fois du fleuve et du département de l'Ain. Alors, quand je suis allé là-bas, je suis arrivé un soir, le temps était couvert et il était déjà tard parce que la route est longue. Et donc j'ai fait quelques photos, j'ai rencontré Carole qui m'a donné les explications, ça a été très vite fait d'ailleurs. Et j'ai fait quelques photos. Et puis, j'ai parlé avec elle, puis avec son père, et puis je suis parti, et j'étais assez inquiet parce que je me disais, mes photos doivent pas être terribles. Tout ça était un samedi. Et j'ai fait développer mes photos, un samedi ou un vendredi plutôt. Et j'ai fait développer mes photos le lendemain, et j'étais assez inquiet parce que les conditions de lumière étaient pas bonnes du tout quand j'avais fait les photos des lieux. Et bon, j'ai vu mes photos, elles étaient effectivement pas terribles étant donné que le ciel était complètement bouché et qu'il était tard dans l'après-midi. Alors j'ai eu envie de refaire des photos des lieux et finalement je suis revenu le dimanche ou le lundi, je ne sais plus, le dimanche peut-être. Alors là je suis pas retourné voir Carole et ses parents, je suis allé tout seul sur les lieux, je me suis promené en prenant tout mon temps dans les environs, dans cet endroit qui s'appelle la Platière, grosso modo, entre le pylône derrière lequel le phénomène était apparu et l'autre pylône derrière lequel l'objet avait stationné. Je suis aussi allé sur la montagne en face pour photographier les lieux sous un autre angle et puis un petit peu de dessus. Et puis je me suis promené autour du pylône près duquel l'objet avait stationné parce que comme il s'agissait d'un quasi-atterrissage, on a toujours le réflexe de regarder le sol et de voir si par hasard l'OVNI n'aurait pas eu la bonne idée de laisser de merveilleuses traces. Mais c'était pas le cas, je n'ai vu aucune trace. Et je voulais faire un plan des lieux et j'ai voulu me souvenir que le pylône près duquel l'objet avait stationné était bien celui qui, sur la carte, correspond à un coude dans la ligne à haute tension. Alors, ayant peur de me tromper, pour me souvenir que ce pylône-là était bien le pylône où la ligne change d'orientation d'une dizaine de degrés, je me suis mis sous l'un des bras du pylône et j'ai photographié le bras du pylône de dessous et on voit effectivement les câbles qui font un coude. Et quand j'ai fait développer mes photos, parce que je travaillais en argentique, quand j'ai fait développer mes photos, j'avais un petit ovni sur la photo du pylône. Alors il n'est pas terrible, il y a une petite tache grisâtre dont je m'explique pas la présence. Alors je ne prétends rigoureusement rien. Hein. Je sais pas, peut-être que cette tache, après tout, a une cause banal, classique, explicable, c'est possible. Le photographe, qui est un éminent photographe, à qui je montre les photos qui font problème, n'a pas trouvé d'explication. Je prétends pas que ce soit de manière certaine un ovni, mais on peut toujours se poser la question. Il y a ce problème des photos surprises qui ne nous lâchent pas.
Mais il faut être très prudent, parce que si on s'imagine chaque fois qu'on a une surprise comme ça, que le phénomène s'est fait photographier, il y a des gens que ça va faire rire, qui vont dire ah là là, il s'occupe tellement de photos surprises qu'il s'imagine qu'il en a une. Je sais pas. En tout cas, il y a un petit machin dans le ciel, à côté de l'acier du pylône, qui à mon avis n'est pas un oiseau. Je serais très étonné que ce soit une mouche, ou alors vraiment, qu'est-ce qu'elles ont les mouches depuis quelque temps? Je sais pas ce que c'est. Et puis, on peut rien faire avec un document comme ça, parce que les gens ont toujours l'idée de faire analyser les photos, mais qui peut analyser les photos? Qui peut conclure? C'est des documents qui ne permettent pas de conclure, à tel point que je me demande si on peut appeler ça des documents. Très bien. Mais ça existe. Voilà pour cette petite mise au point et ces informations supplémentaires. Alors le thème de cette émission, ce sont les nouvelles de l'ufologie en France. Alors qui dit nouvelles dit cas assez récents, mais il y a aussi des cas anciens qui viennent de se voir ajouter des informations supplémentaires et qui donc rentrent dans le cadre de cette émission. Tu en as fait d'ailleurs la couverture d'un Lumière dans la nuit. Il s'agit d'une affaire qui s'est déroulée en 1967 dans la Somme. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Une drôle d'affaire, avant que tu commences, une drôle d'affaire parce que quand on traite des sujets comme cela, on a tout de suite peur de ne pas être crédible. Oui, les histoires d'OVNI, quand on les regarde d'un peu près, sont en grande partie tellement folles qu'on ne sait pas comment se comporter face à ça. Bon, il y a des cas d'OVNI qui prêtent pas trop à conséquence. Les histoires que je vous ai racontées là de l'autoroute A55 ou de Tourette, bon, ben, c'est de jolies apparitions d'OVNI, bien observées. Enfin, c'est jamais que des OVNI. Dans certains cas, les choses se compliquent terriblement. Alors, cette histoire de la Somme, nous la devons à Claude Babin, qui est un charmant monsieur qui malheureusement habite loin d'ici, qui m'a raconté toute l'histoire il y a moins d'un an. Alors voilà de quoi il s'agit. À l'époque, il allait assez souvent dans la Somme, où il avait de la famille. Mais en fait, il y allait, si j'ai bien compris, à peu près une fois par an, l'été. Il est tombé au cours de ses vacances 1967 sur un agriculteur qu'il connaissait parce que bon, c'est la campagne, les gens se connaissent. Et cet agriculteur lui a dit, tu sais, j'ai vu un drôle de truc au mois de mai. Et il lui a raconté qu'un midi, alors qu'il était dans les champs, en train de travailler, il a vu un avion en réaction qui est passé. Et derrière l'avion en réaction, il y avait un gros objet. Il n'en a pas donné d'ailleurs une description très précise. Et puis, l'objet a rattrapé l'avion et il l'a bouffé. Alors, ce témoignage a évidemment beaucoup étonné Claude Babin, mais il connaissait l'agriculteur en question et à cause justement de cette connaissance qu'il avait du témoin, il avait tendance à prendre la chose au sérieux. Alors ça lui a paru immensément bizarre, bien entendu. Ça l'a travaillé ensuite quand il est reparti vers son domicile, et puis pendant tous les mois qui ont suivi, il a repensé à ça. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté l'autre là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourtant, il n'avait pas du tout l'air de me raconter des bêtises, il n'avait pas l'air de plaisanter. Puis de toute façon, c'est pas un plaisantin. Il avait visiblement pas envie de se moquer de moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, il y a pensé pendant des mois et des mois. Et puis finalement, il s'est dit, quand on va retourner là-bas l'été prochain,
vais essayer d'en savoir plus. Alors, il est retourné avec sa famille dans la Somme l'été suivant et il s'est mis au travail. Il a parlé avec tous les gens avec qui il pouvait parler. Et puis, discrètement, il tâtait le terrain pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui aurait vu ça. Parce que, étant donné que ça se passait vers midi, on peut estimer qu'il y avait peut-être eu plus qu'un seul témoin. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur un fermier qui, lui, se trouvait apparemment de l'autre côté de la trajectoire à peu près commune à l'avion et à l'OVNI. Et bien qu'il se soit écoulé une année supplémentaire, ce fermier lui a raconté à peu près la même histoire. Assez spontanément, peut-être suite quand même à une question de Claude Bamin, mais malgré tout de façon assez spontanée. Il lui a dit à peu près ça, tu sais j'ai vu un truc mais j'ose pas te le dire parce que c'est trop dingue, tu vas croire que je te raconte des bêtises, mais bon, un jour, l'année dernière, au mois de mai, j'ai vu un ovni qui coursait un avion en réaction et qui l'a bouffé. Alors, on en est là pour l'instant sur cette affaire et à mon avis on n'ira pas au-delà. Il est évidemment trop tard pour... ça c'est Claude Bamin qui le dit, c'est pas moi, mais il connaît les circonstances mieux que moi. Il est trop tard pour chercher en 2006 ou 2007 des confirmations de ça sur le terrain. Il l'a fait en 68. Il a pêché un deuxième témoin. Très bien, bravo. Mais maintenant, on a changé de siècle. Beaucoup d'années ont passé. C'est vraiment pas la peine d'espérer trouver un jour un troisième témoin. C'est pas la peine non plus d'espérer avoir une confirmation de la part, par exemple, de l'armée de l'air. Hein. Il est inutile d'aller déranger l'armée de l'air, de tirer les sonnettes et de demander « Ah, au fait, vous avez entendu parler d'un avion réaction qui s'est fait bouffer par un ovni en mai 67 ?» Bon, c'est vraiment pas la peine d'aller poser ce genre de questions. Il n'y a pas une chance sur 10 puissance 400 d'avoir une réponse positive. Par contre, à coup sûr, on se ridiculiserait en posant la question. Alors, face à une situation comme celle-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, rien. Sauf peut-être lire la littérature ufologique. Et c'est comme ça qu'on découvre que, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a quelques cas analogues. Alors bien entendu, il y a l'histoire de Frédéric Valentich, que certains des auditeurs d'ici et maintenant doivent connaître, mais qu'on peut rappeler. Ça se passe dans les années 70. Il y a un jeune homme qui s'appelle Frédéric Valentich, qui pilote un Cessna 172, je crois, du côté du détroit de Bass. Le détroit de Bass, c'est ce qui sépare la pointe sud de l'Australie de la Tasmanie. Je crois me souvenir qu'il avait décollé du continent et qu'il allait vers l'île. Et puis brusquement, à la radio, il signale qu'il y a une grosse chose ronde au-dessus de lui, qui se demande ce que c'est, que ça s'approche, qu'il n'est pas tranquille du tout. Il décrit la chose, et puis brusquement c'est le silence radio, et on n'a plus jamais retrouvé Frédéric Valentich, ni le moindre débris de son Cessna. Et la littérature ufologique qui est riche, et ça les gens ne savent pas. Tiens, c'est une chose dont j'aimerais qu'on parle après, si on a le temps. La littérature ufologique comprend l'échange, la transcription détaillée de l'échange entre Valentich et le contrôleur. Valentich décrit avec beaucoup de précision
l'énorme machin qui est au-dessus de son avion, et puis brusquement ça s'arrête. Alors, il y a cette terrible affaire Valentich, il y a quelques autres exemples. C'est comme ça que j'ai trouvé dans la revue du MUFON un exemple aux États-Unis d'un ULM, ou de ce qui ressemble de façon frappante à un ULM, qui se fait bouffer par un objet cylindrique en vol, à basse altitude évidemment, un ULM c'est souvent à basse altitude, au-dessus d'un quartier habité. Et puis il y a quelques autres exemples. Il y a sans doute parmi les auditeurs d'ici et maintenant des gens qui se souviennent de l'histoire du F-89 qui a disparu en chassant un ovni de nuit au-dessus du lac Supérieur. Le lac Supérieur, c'est l'un des lacs qui sont traversés par la frontière entre les États-Unis et le Canada. Donc ce F-89, il y avait 2 hommes à bord. Le pilote s'appelait Moncla, Félix Moncla, et j'ai provisoirement oublié le nom du navigateur. En tout cas, ils se sont rapprochés d'un intrus nuitamment au-dessus du lac Supérieur. Et puis là aussi, il y a eu interruption de la communication radio et on n'a jamais retrouvé l'avion. Sauf que récemment, il semblerait que l'épave ait été retrouvée au fond du lac. Mais je dis bien, il semblerait, parce que il faut être prudent. Hein. C'est une phrase qui revient toujours en ufologie, mais c'est tellement vrai qu'on peut le dire quand même. Il y a une société de fouilles sous-marines qui prétend avoir retrouvé, grâce à des sonars très performants, l'épave du F-89 et aussi un objet en forme de disque posé sur le fond du lac, pas loin du tout de l'épave du F-89. Le F-89 a une aile arrachée. À part ça, il est relativement intact, apparemment, mais les images sonars ne présentent pas une définition qui permette, par exemple, de dire si la verrière est en place ou non. Et une des raisons qui me font dire qu'il faut être prudent, c'est que apparemment le statut de cette société de recherche sous-marine n'est pas très clair. C'est ce qui ressort des articles publiés aux États-Unis en 2006 sur la question. Mais il y a aussi d'autres exemples. Alors, cette histoire de la Somme, là, cette histoire d'un avion qu'on a tendance à interpréter comme étant un avion de chasse de l'armée de l'air, tout simplement parce que les lieux de cette double observation se situent à une 50aine de kilomètres à l'ouest ou à l'ouest-sud-ouest de la base de Cambrai. Donc on a spontanément tendance à imaginer que peut-être il s'agissait d'un super mystère, mais c'est pas évident, ça peut être autre chose, il n'y avait pas que ça qui pouvait voler dans le coin à l'époque. Cette histoire-là, elle paraît monstrueuse, mais quand on regarde la littérature, on s'aperçoit qu'il y a des exemples analogues. Le plus terrible, et en même temps le plus probant, étant celui de Valentich. Mais le cas de Valentich est différent, parce que dans le cas de Valentich, on sait qu'il y a un homme qui malheureusement a disparu. Là, dans le cas de la Somme, on n'a jamais entendu parler de la moindre disparition d'avion. Alors, ça paraît complètement fou. Et pour cette raison-là, moi, ça me terrifie un peu. Parce que quelle idée va-t-on donner de l'ufologie en publiant des histoires pareilles ? On serait presque tenté de s'auto-censurer. J'avoue que la tentation, elle est forte. Mais si on cédait à cette tentation, on ne ferait pas notre travail. D'autre part, il faudrait peut-être essayer d'aller un petit peu de l'avant. Il me semble de plus en plus évident que nous avons affaire à quelque chose d'infiniment plus complexe
plus paradoxal, plus déroutant, plus dingue que ce que nous pouvions imaginer il y a 30 ans. Moi, je me souviens quand je suis tombé dans la marmite ufologique, il y a maintenant 41 ans, hélas. J'étais jeune, évidemment. J'étais très jeune, très naïf. Et quand ça m'est arrivé, j'ai tout de suite lu le livre d'Aimé Michel sur la vague de 54, c'est une lecture qui m'a complètement orienté, complètement électrisé. Et j'ai refermé le livre en me disant bon, puisque c'est comme ça, je vais m'en occuper. Et j'avais l'impression que le dossier était clair. Enfin, il apparaissait très clair. Il apparaît toujours très clair à la lecture de documents comme le livre d'Aimé Michel, Mystérieux objets célestes. Bon, c'était clair pour moi et puis pour beaucoup de gens à l'époque. Il y avait des extraterrestres, n'ayons pas peur des mots. Il n'y a qu'en France qu'on a peur des mots. Il y avait des extraterrestres qui venaient en douce faire des trucs chez nous, en se planquant, en mettant en œuvre je ne sais quelle technique de camouflage pour pas trop se faire repérer. Et puis de temps en temps leur camouflage marchait pas bien. Et puis il y avait un passant qui les voyait. Mais dans l'ensemble, ils faisaient quelque chose sur notre planète, les cochons, en se planquant. Donc, moi, ma réaction à l'époque, j'étais jeune, j'étais un jeune étudiant. Je me suis dit, là c'est clair, c'est net. Quand on lit le récit de la vague de 54, c'est pas la peine d'en rajouter, j'ai compris. Bon, je vais m'occuper de ça, je vais accumuler les documents, et puis on va clarifier la situation. La solution, enfin la mise en évidence des choses, ça paraissait être simplement une question de temps. Moi, c'est comme ça que je concevais les choses en 1966, puis encore les années suivantes. Bon, maintenant, je vois plus ça du tout comme ça. Je crois que ce à quoi nous avons affaire, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus indicible que simplement une visite ou des visites d'extraterrestres venus de la planète machin. Alors Joël, on va parler d'autres cas évidemment, mais est-ce que à ton avis ce changement d'idée chez toi, en tout cas de point de vue, est dû à ton expérience, 41 ans que tu travailles dessus, ou aux cas qui sont totalement différents actuellement de ceux qu'on avait il y a une quarantaine d'années? Oui, c'est dû au fait, les deux en fait. Hein. Bon, c'est dû à l'évolution dans le temps des manifestations du phénomène. Alors ça, c'est un sujet dont on pourrait parler une demi-heure pour parler de ça. Le phénomène qui se manifestait par des formes faciles à interpréter, et à interpréter comme des visites d'extraterrestres, ne tournant pas autour du pot. Dans les années 40, 50, 60, il a pris des formes beaucoup plus discrètes, beaucoup moins repérable, il est devenu plus furtif, il a perdu le côté spectaculaire que ces manifestations avaient en 54 ou dans les années 60 ou dans les années 70. Au lieu de voir, comme dans ces années-là, des objets structurés qui évoquaient des véhicules spatiaux bien entendu, le phénomène est devenu beaucoup plus discret. C'était des formes lumineuses, observées la nuit, presque plus jamais le jour, très rarement le jour. Le camouflage s'était peut-être amélioré, mais en tout cas, l'aspect fantomatique des choses avait pris le dessus. Et puis quand on approfondit la question, alors approfondir la question pour moi, c'est prendre connaissance d'un grand nombre d'observations. Il y a que ça. Soit par contact direct avec les témoins, soit par des lectures. Les deux si possible. En tout cas, quand on prend connaissance d'un grand nombre d'observations, quand on regarde à la loupe les
les témoignages, ce que disent les témoins, ce qu'ils ont vécu, la manière dont ils ont ressenti ça, on finit par avoir l'impression de quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus fantomatique que les soucoupes volantes de la vague de 54. Et en particulier, il y a une idée qui s'est imposée, enfin, c'est pas imposée à tout le monde, elle s'est imposée à ceux qui ont bien voulu regarder les choses. C'est l'idée que le phénomène est peut-être pas constitué uniquement d'objets matériels, comme on avait des raisons de le penser en 54 ou même après. Mais ces manifestations, c'est peut-être plutôt dans certains cas au moins, quelque chose comme des images qui nous sont projetées. Je saurais pas dire si elles sont directement vues par l'œil comme un objet ordinaire, ou si c'est des images qui s'imposent directement au cerveau. Ne nous demandez pas ça, nous ne le savons pas. Mais ce que voient les gens est tellement incroyable. Ça a une telle capacité dans bien des cas, à apparaître sur place, à disparaître sur place. Des comportements tellement invraisemblables que on est tout naturellement amené à des idées plus complexes que la simple idée de visite d'extraterrestres. Ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui peut-être joue avec nous, en nous montrant, en nous faisant voir, ou en nous suggérant, je sais pas quel mot il faut employer, des spectacles absurdes, qui sont vraiment impossibles à admettre par le sens commun, par la science. Il y a un exemple de ça dont j'aimerais bien vous dire deux mots. C'est ce que j'appelle les crashs de rien. Alors, c'est une notion qui est un peu nouvelle, mais à laquelle je crois très fortement. J'y crois parce que les exemples sont nombreux. Ce que j'appelle un crash de rien, c'est la chose suivante. Une personne ou plusieurs personnes voient, par exemple, un avion ou un hélicoptère qui a l'air d'être en difficulté. Le moteur a dératé, le truc vole de manière erratique, et puis il tombe, et ça explose, et ça brûle. Les témoins téléphonent, les gendarmes arrivent, les pompiers, le SAMU, les gendarmes ne trouvent rien, ils appellent d'autres gendarmes, ils font venir un hélicoptère qui survole la zone, le plan SATER est déclenché, et puis au bout de quelques heures, ils n'ont vraiment rien trouvé, alors qu'ils ont soulevé tous les cailloux, toutes les branches d'arbres, ils ont ratissé la zone, ils n'ont pas laissé 3 mètres carrés inexplorés, ils n'ont rien trouvé, et d'autre part, aucun avion n'a été signalé disparu. Alors ça paraît complètement fou. Vous savez combien on connaît d'exemples de ça? J'ai pas fait le point récemment, mais si on se limite à la France, je crois que j'aurais guère de mal à vous en citer une grosse vingtaine, et plus probablement 25 que 20, qui sont parfaitement documentés. Et d'autre part, il y en a des exemples assez nombreux et très bien documentés pour certains à l'étranger. En particulier, il y a un cas canadien qui est superbement documenté. Là, ces derniers jours, j'ai travaillé sur un livre qui est paru en 87, mais que je n'ai que depuis une dizaine de jours. C'est le livre de Jean Perrard qui s'appelle Le Triangle de la Burle. Bon, je ne vais pas vous parler de ce livre en tant que tel. Je ne vais pas parler du livre en tant que livre, mais simplement d'un aspect du contenu du livre qui m'intéresse. C'est d'ailleurs de très loin ce qui m'intéresse le plus dans ce livre. C'est la très belle histoire d'un crash de rien qui s'est produite en Haute-Loire le 17
décembre 1980, en milieu de journée, quand Monsieur Jean Perrard, qui doit avoir 85 ans maintenant, a publié son livre en 87, c'est-à-dire il y a 20 ans, je crois que les mots crash de rien n'avaient jamais été prononcés. J'en suis certain. Et ce syndrome, on appelle ça un syndrome, ce syndrome ufologique que constituent les crashs de rien, je crois bien qu'on ne l'a repéré qu'il y a quelques années. Faudrait que je revoie exactement combien, mais ça fait peut-être pas 10 ans. Si, ça fait peut-être 10 ans quand même, parce que je me souviens d'un exemple dans l'Est de la France, ça fait peut-être 12 ans. Et on a repéré avec beaucoup de précision le déroulement de ce scénario qui se répète un grand nombre de fois. Il y a eu un exemple à Marseille il y a quelques années. Et quand M. Perrard a écrit son bouquin, il n'avait certainement pas entendu la description de ce syndrome, puisque cette description est nettement postérieure à 87. Or, il raconte ce qui s'est passé autour du mont Devèze. Ça se situe à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest du Puy-en-Velay, dans une région assez désertique. Il y a un agriculteur plus exactement un monsieur qui garde ses moutons. Mais ce monsieur est aussi conseiller municipal d'une ville qui s'appelle Bains, B-A-I-N-S, dans la région du Puy. Donc il a des fonctions officielles, c'est quelqu'un de connu et de respecté. Il voit en milieu de journée un gros avion blanc avec les empennages rouges. Et puis cet avion a l'air en difficulté. Alors pourquoi il a l'air en difficulté, on ne sait rien. Il se traîne, il vole pas droit, il fait des drôles de bruit, je sais pas. L'avion s'approche du mont Devèze, et puis il prend un virage, et il disparaît dans un vallon. Et il ne ressort pas du vallon. Ce qui sort du vallon, c'est une colonne de fumée noire. Alors, ce monsieur a d'abord comme réflexe de se porter au secours d'éventuels survivants. Donc, il abandonne ses moutons sur place, il va dans la direction de la colonne de fumée, et puis il se dit que finalement, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut appeler les gendarmes. Donc, il change de direction, il met le cap sur la plus proche cabine téléphonique, il appelle les gendarmes. Les gendarmes arrivent, voient la colonne de fumée. Ils appellent les gendarmes de 3 autres brigades, dont je peux vous donner les noms. Ils font venir un hélicoptère, qui est une Alouette 2 ou une Alouette 3, je sais plus. Et puis, tout ce monde-là fouille les environs du mont Devèze. Et puis c'est bizarre, ils trouvent pas l'épave de l'avion. Mais en même temps, il est certain qu'il y a un avion, parce qu'il y a au moins 3 autres personnes, je ne sais pas combien au total, mais au moins 3 autres personnes, puisqu'il y a 3 localités qui sont des hameaux, dans lesquelles des gens disent aux gendarmes « Ah oui, mais on l'a vu, l'avion, on l'a vu, il avait l'air il tournait pas rond. » Bon, donc, si on ajoute c'est au moins 3 personnes avec le témoin principal qui gardait ses moutons, ça fait au moins 4 témoins, plus au moins 2 gendarmes qui ont vu la fumée qui s'élevait du vallon. Le vallon et les environs sont passés au peigne fin, on ne trouve rien, et aucun avion n'a disparu. Des histoires absolument identiques à celle-là. Moi, si vous voulez, je vous en parle pendant 2 heures. On fait ça un autre jour, je rassemble mes notes sur la question, et je vous raconte des crashs de rien pendant 2 heures. Si quelqu'un veut relever le défi, moi je suis prêt. Alors, comment voulez-vous que face à une telle situation, on n'imagine pas quelque chose comme une projection d'image, comme une mise en scène, quelque chose de beaucoup plus fantomatique,
beaucoup plus paradoxal. Ou comme Joël, on peut aussi penser à une excellente couverture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on actuellement les scientifiques travaillent sur des objets que l'œil humain ne capterait pas, que les radars ne captent pas, qui seraient invisibles. Pourquoi ne pas imaginer cette technologie qui n'est pas de la science-fiction déjà réalisée et mise en pratique? Oui, je crois qu'on a affaire à quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait, de quelque chose de très paradoxal. Et finalement, l'ufologie, qui est tellement décriée et tellement sabotée, c'est une petite discipline de rien du tout, sans prétention, qui consiste à collecter et à trier un petit peu quand même l'information basique sur les manifestations de ces phénomènes. Nous sommes dans l'ensemble plutôt mal considérés, mais moi j'assume, j'ai pas honte. Je trouve qu'il est normal, qu'il est sain, qu'il est logique de rassembler ces informations et de voir ce qu'elles nous disent. Alors bien entendu c'est idiot, toute histoire d'OVNI est idiote. Ça c'est une des choses qu'on découvre quand on fait de l'ufologie. Une histoire d'OVNI, un cas d'OVNI est soit relativement imprécis, relativement pauvre dans les données, soit absurde. Si les données sont riches, l'histoire est absurde. L'histoire que je viens de vous raconter, là, qui se passe à côté du mont Devez, à 15 km au sud-ouest du Puy, elle est idiote. Elle est idiote cette histoire. Il y a plusieurs témoins, au moins 4, plus 2 gendarmes, qui voient un avion qui s'écrase dans un vallon. Puis en plus, c'est un gros avion, dit le témoin principal. Un gros avion blanc avec la queue rouge. Il s'écrase dans un vallon. Il remonte pas, et paf, il y a une grosse fumée qui monte. Et qui dure, la fumée dure longtemps, parce que les gendarmes ne sont pas arrivés tout de suite. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu la colonne de fumée qui montait du vallon. Et puis dans le vallon, il n'y a rien. Il y a eu la même chose, par exemple, à quelques kilomètres du centre de Marseille, dans la chaîne de l'Étoile, un jour, il y a peut-être 4 ans, par une chance extraordinaire, les 2 témoins étaient un scientifique qui occupait des fonctions importantes et son fils. Et quand ces gens-là, ce monsieur et son fils, ce monsieur qui, encore une fois, j'insiste, était connu et honorablement connu, quand ces gens-là ont téléphoné aux gendarmes pour dire « on vient de voir un avion qui s'est écrasé dans la chaîne de l'Étoile », aussitôt les recherches ont été lancées. Et ça s'est déroulé comme dans le cas du mont Devez. Il y a eu des recherches toute la journée, puis en fin de journée, les gendarmes, les pompiers, les marins-pompiers, tout le monde avait retourné tous les cailloux de la zone, puis ils n'avaient rien trouvé. Puis il n'y avait pas d'avion qui avait disparu. Mais les 2 témoins, dont ce monsieur qui avait des fonctions très importantes et qui faisait de lui ce qu'on appelle un témoin parfaitement digne de foi, ils avaient vu un avion se casser la gueule. Mais il n'y en avait pas. Et des choses comme ça, il y en a des exemples, je vous dis, moi je vous en raconte pendant 2 heures si vous voulez. On a plus assez de temps pour ces... Comment les appelles-tu? Et pourtant... Pardon, moi j'appelle ça des crashs de rien. Des crashs de rien, j'aime beaucoup le oui, moi aussi j'aime bien le paradoxe. Il y a quelque chose qui s'écrase, mais c'est quelque chose, c'est rien. On a encore le temps, Joël, Un crash de rien, c'est un accident d'avion sans avion. Alors, bien entendu, c'est idiot. Je suis d'accord avec vous. Ça n'aura échappé à personne. C'est complètement stupide, c'est délirant, c'est absurde, mais c'est réel. Alors là, je vous ai raconté l'histoire du mont Devez, parce que je viens de travailler dessus très récemment, mais des exemples comme ça, rien qu'en France, il y a de quoi raconter pendant 2 heures. Et nous pouvons laisser aux auditeurs le soin d'aller chercher ces informations dans les livres ou sur Internet. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Notre invité est Joël Ménard. Joël Ménard, éditeur de Lumière dans la nuit.
Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Notre invité Joël Ménard. Aujourd'hui, pour cette émission, ce sont des nouvelles de l'ufologie en France. Joël est là pour nous conter ces quelques histoires que vous pouvez notamment retrouver dans la revue Lumière dans la nuit, mais quelques-unes choisies surtout pour leur qualité radiophonique, parce que sinon il y en a beaucoup qui nécessitent des graphiques, des dessins et toutes sortes de compléments. Alors Joël, pour les quelques dizaines de minutes qu'il nous reste à passer encore ensemble, quelles sont ces histoires françaises assez récentes si possible qui t'ont marqué? Il y a beaucoup de choses qui sont remarquables en ufologie, beaucoup de choses qui m'ont marqué. Peut-être que une des choses qui m'ont marqué, c'est l'absence de réaction des gens. Bon, je ne vais pas trop revenir sur l'histoire des crashs de rien, mais enfin, là, je vous en dis quelques mots parce que, bien entendu, on est limité dans le temps, mais la doc, elle existe, elle est parfaitement accessible. Si on se rend compte qu'il y a eu en France, au bas mot, une vingtaine de cas comme ça, et que sans faire des recherches extraordinaires, on peut en aligner, disons, une quarantaine connues à l'échelle de la planète, connues de moi, j'imagine qu'il en existe bien d'autres. Bon, si on peut rassembler toute cette documentation, allez la vérifier aux sources. Je dis pas que je l'ai fait dans tous les cas. Pour le faire, il faudra avoir beaucoup de temps, il faudra avoir des moyens, c'est pas le cas. Mais même quand on n'arrive pas à faire des vérifications, on sait bien que c'est vérifiable. Attendez, prenons un exemple. Là, je vous ai cité le cas du Mont Devèze. Eh ben, allons-y, faisons la vérification. Allons-y, et puis vous verrez. Vous verrez que le truc est réel. J'ai les références de presse. Il y a eu des articles dans les journaux locaux. Il y a toutes les indications dans la presse régionale. C'est pas de la blague. Et puis les autres cas, ils sont comme celui-là. Seulement au lieu qu'il y en ait un, il y en a 20, 25. Bon, donc il y a vraiment une réalité derrière tout ça. C'est pas de la blague. Et puis, on le dit, mais ça n'a pas d'effet. Les gens ne réagissent pas, même s'ils sont convaincus d'ailleurs. Ils disent ah bon, et puis c'est tout. Un truc qui m'a frappé, tu me demandais ce qui m'avait frappé récemment. Il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé, mais par exemple, le fait que je n'entende jamais parler de la vague d'août 98. Ça m'a vachement frappé. Je suis certain que parmi les auditeurs d'ici et maintenant, il y a 97,34% des gens qui ont entendu parler de la vague belge. Ça, la vague belge, les gens connaissent. Mais la vague française qui commence en juillet 98 et qui se termine en douceur vers la fin du mois d'août et qui est surtout intense pendant la première quinzaine d'août avec une pointe d'activité extraordinaire dans la soirée du 10 août 98. Et bien ça, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de le faire connaître, mais j'ai jamais entendu quelqu'un, sauf une fois, une exception récente, mais à cette exception près, j'ai jamais entendu personne parler de la vague française d'août 98. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est cette vague ou nous l'apprendre et puis, j'imagine déjà les réactions qui ont dû s'être fait entendre à cette époque. C'est quand même la meilleure période pour les étoiles filantes. Ah oui, bien sûr, le mois d'août, oui, c'est la meilleure période pour les étoiles filantes, pour les vacances, pour tout ce que vous voudrez. Mais c'est pas des étoiles filantes que les gens ont vues. Ça a commencé assez progressivement au mois de juillet. C'est une vague avec un début progressif et une fin peut-être plus progressive encore. Le premier cas vraiment remarquable dont j'ai eu connaissance, c'est un cas sur lequel Jean-Marie Bigorne a enquêté. Ça se passe sur un voilier
qui est au large de Dunkerque. Il revient du nord de la Belgique, ou peut-être de la Hollande, je ne sais plus. Il revient de nuit en longeant la côte, donc sur une trajectoire nord-est-sud-ouest. Et à bord de ce voilier, il y a deux messieurs qui sont un très grand chirurgien, dont je ne dois pas dire le nom, parce que ce monsieur, elle ne souhaite pas que son nom soit connu. C'est le cas de beaucoup de témoins, d'ailleurs. Et puis, un ami à lui. Bon, donc il longe la côte, et puis il est aux environs de minuit. Ça se passe le 25 juillet 98. Ils voient arriver une lumière sur leur droite, une lumière qui est sur une trajectoire de collision avec la leur. Alors comme c'est une lumière au-dessus de la mer, ils interprètent ça évidemment comme un avion dans un premier temps. Donc cet avion s'approche. C'est curieux, il n'a pas de clignotant cet avion. Et puis il s'approche, et puis finalement, il a une forme triangulaire avec plein de petites lumières sur les bords. Vous imaginez une forme triangulaire avec des spots sur le pourtour. Cette chose-là s'approche, finit par être extrêmement proche du voilier, s'arrête un très bref instant, et puis part vers le nord-est, autrement dit en remontant à rebrousse-poil la trajectoire du bateau. Voilà, fin de l'observation. Alors ça, c'est le 25 juillet. Ensuite, pendant toute la première quinzaine d'août, il y a un déferlement d'observations en France, avec une pointe extraordinaire dans la soirée du 10 août. Alors, dans la soirée du 10 août, il y a eu des observations dans les départements suivants. Je précise que tout ça, ça se déroule entre 21h et minuit. Il y en a eu un nombre impossible à préciser tant elles sont nombreuses dans les Ardennes. 2 en Côte d'Or. 4 dans le Cher, une en Dordogne, une dans le Lot, une dans le Lot-et-Garonne, une dans le Puy-de-Dôme, une dans le Rhône, une en Saône, c'est quoi 70, c'est la Haute-Saône, une en Seine-et-Marne et 2 dans la Vienne. C'est-à-dire, au total, 14, sans compter la multitude d'observations, dont une particulièrement étrange, dans les Ardennes. Ça, c'est dans la soirée du 10 août 98. Alors, ce que les gens voient, c'est majoritairement des objets triangulaires portant des lumières et qui, dans certains cas, font des petits bruits, comme des bruits de petits moteurs de temps, ce qui est parfaitement saugrenu, un objet aux performances transcendantes qui fait pout 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 pout. Mais pas dans tous les cas, il y a aussi des cas où c'est silencieux. Et un autre cas dont je peux vous dire 2 mots à propos de cette vague, c'est vers la fin de la vague. Je me souviens plus exactement de la date, mais je crois que c'est vers le 20 août, à Meursange, en Côte d'Or, une dame qui est un excellent témoin, qui nous a fourni une description impressionnante, voit passer un objet dont la forme est difficile à décrire à la radio. Vous imaginez une boîte parallélépipédique, relativement plate, c'est-à-dire pas très haute par rapport aux autres dimensions, mais qui, vue de dessus, n'est pas la forme d'un rectangle, mais la forme d'un hexagone. Bon, cette chose-là passe sous les câbles téléphoniques à 2 mètres de la dame, décrit un virage au-dessus de son jardin et du jardin voisin, et disparaît. J'ai oublié de vous dire comment ça commence. Au début, il y a une lumière qui plonge sur la rue, et puis c'est là que la dame découvre cet objet à la forme un peu complexe qui passe sous les câbles du téléphone. Alors, j'ose espérer que c'est pas
une météorite, parce que si les météorites s'amusent maintenant à passer sous les câbles téléphoniques et à prendre des virages derrière des arbres fruitiers, alors c'est que j'ai rien compris aux météorites. Ça, c'était fin août 98 à Meursange, en Côte d'Or. Et des cas comme ça, il y en a, là aussi, il y a de quoi raconter pendant des heures, probablement. J'ai noté que, à cette date, Lumière dans la nuit a publié 35 pages et demie ou 36 pages sur la vague d'août 98. Or, cette vague reste complètement ignorée d'à peu près tout le monde. J'entendrai parler encore 500 fois de la vague belge avant d'entendre parler de la vague française d'août 98. Ça, c'est une des choses qui m'étonne. La réaction des gens, le phénomène lui-même est étonnant, c'est sûr, mais la réaction ou l'absence de réaction des gens à une information qui est massive et qui est vérifiable. Toutes les choses saugrenues dont je vous parle depuis bientôt 2 heures sont des choses que vous pouvez aller vérifier aux sources. Donc quand même, ça devrait modifier la situation, ça devrait déboucher sur une prise de conscience, au moins sur une reconnaissance de la réalité de ces choses-là, sans qu'on précise leur nature. Hein. Moi, je ne sais pas si ce sont des extraterrestres qui débarquent, ou si ce sont des réalités plus subtiles, ou même, à la limite, si ce ne sont pas des réalités d'une nature psychologique, voire, je vais dire un gros mot, psychiatrique. Pourquoi pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, les témoignages, eux, ça je peux vous dire qu'ils existent, qu'ils sont vérifiables, que dans pas mal de cas, les témoignages se confirment mutuellement. Autrement dit, on devrait, en toute logique, au minimum, les prendre en compte, les connaître, les faire connaître, s'y intéresser. Or ça ne se produit pas. Et ça, à mon avis, c'est aussi bizarre que les ovnis eux-mêmes. Effectivement, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de cette vague de 98 et que la vague belge est encore sur toutes les lèvres. Ah oui, mais bon, je vous ai cité la vague de 98 parce que c'est un des sujets qui me sont chers, mais il y a d'autres exemples. Il y a des aspects du phénomène, que ce soit des vagues de manifestations ou bien des catégories particulières de manifestations du phénomène, qui me semblent parfaitement avérées, même si je ne sais rien sur leur nature profonde. Je ne sais pas, moi. Hein. La chose qui est passée sous les câbles téléphoniques à Meursange, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je me demande si quelqu'un le sait. Bon, on n'est pas obligé d'interpréter ça. On a affaire à quelque chose, de toute évidence, qu'on ne comprend pas. Mais ce qu'au moins on peut comprendre, c'est que les témoignages sont là, et ils émanent, à quelques exceptions près, de personnes qui sont parfaitement crédibles. Donc pourquoi tout ça, ça reste souterrain, caché, douteux, ça a mauvaise réputation. Mais pourquoi fermer les yeux là-dessus? Je comprends pas. Joël, il te reste tout juste le temps pour un cas. Bon, il y a par exemple le cas. Ce qui est très intéressant, c'est les cas avec photo, parce que là au moins on a une trace. Hein. Bon, il y a un monsieur que j'ai rencontré depuis, qui a pris des photos du haut des ruines d'un château fort. C'est le château de Landskron à Leimen dans le Haut-Rhin. Il a fait ses photos le 3 juillet 2005 à 15h20. Il trouvait le panorama très joli autour du château, et donc il a fait un panoramique, hein, c'est-à-dire qu'il a fait une photo, et puis il s'est tourné un petit peu, il en a fait une deuxième, il a fait une troisième en se tournant encore, etc. Il a fait un tour complet pour avoir tout le paysage qu'on découvre de ce château. Et sur l'une de ces photos, on voit 2 objets. L'un d'eux est en forme de soucoupe, disons.
qu'on voit sur le dessus comme une espèce de tourelle aplatie. Et puis l'autre est en forme de soucoupe aussi, mais sans tourelle visible, avec malgré tout un reflet du soleil. On voit du blanc sur la partie, enfin du blanc, une couleur claire, presque blanche, sur la partie supérieure de cette chose, qui est par ailleurs noire, comme l'autre d'ailleurs. Ces deux objets sont inclinés par rapport à l'horizontale, dans le même sens. Et alors ça, je voudrais bien qu'on m'explique que c'est des mouches ou des oiseaux. À mon avis, c'est autre chose. Et des photos comme ça, on en a de plus en plus. Et aucune expertise jusqu'à maintenant ne permet de répondre à toutes les questions qui se posent. Ça donne des indications, ça permet d'écarter des hypothèses, mais les expertises des meilleurs spécialistes ne donnent pas de résultats qui aillent au-delà de ça. Joël, on n'est pas très très loin de la fin de cette émission. Le Lumière dans la nuit là, qui va sortir le prochain, quel en est le sujet principal ? Alors, le sujet principal, c'est une vaste question, parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont abordés dedans, et chacun d'eux est un petit peu principal. Bon, sur la couverture, il y a une photo qui a été faite par Pierre Bic au col de Vence. C'est la photo dont je vous parlais tout à l'heure, là. C'est l'œuf sur le plat avec le bébé œuf sur le plat. C'est une photo que je trouve assez étonnante, je suis pas le seul. Un des aspects les plus curieux de cette photo, c'est que la traînée, l'espèce de cordon ombilical formé de disques qui relie ces deux objets, donne l'impression de passer derrière un nuage. C'est-à-dire qu'entre le gros objet et le moins gros, il y a, dans le champ de la photo, il y a des nuages, et cette traînée est interrompue comme si elle passait derrière le nuage. Ça, c'est encore quelque chose qui, à mon avis, est de nature à suggérer l'idée d'images qui nous sont projetées, soit dans notre cerveau, soit sur la pellicule ou sur les capteurs de notre appareil photo. Bon, il y a ça. Cela dit, je dirais quand même que le sujet principal dans le numéro 384, c'est l'affaire des photos surprises sur les crop circles, notamment à Souvigné et à La Couarde au cours de l'été 2006. Et puis, il y a divers sujets qui sont abordés. Par exemple, il y a la fin d'un article de Jean Sider, dont le titre va peut-être surprendre ceux qui ne sont pas au courant. Le titre que Jean a choisi, c'est « L'intérêt des aliens pour la sexualité des humains ». J'avoue que quand Jean m'a envoyé ce texte, j'ai eu pendant 1 seconde et demie un très léger mouvement de recul. Et puis quand j'ai lu ça, j'ai été surpris par la richesse de la documentation sur laquelle il s'appuie. C'est fou le nombre de livres qu'il a lus et dont il a tiré ses considérations, puisque c'est un des aspects du problème, c'est pas le seul. Dans les rencontres rapprochées, il semble qu'on ait affaire à des intelligences qui prennent la forme de personnages ayant plus ou moins une morphologie comparable à la nôtre, et qui semblent effectivement s'intéresser à la sexualité, ou peut-être plus précisément à la reproduction de l'espèce. Ça aussi, je crois qu'on peut dire que c'est un sujet... on peut peut-être considérer que c'est le sujet principal dans ce numéro qui va sortir, mais en fait, c'est comme si on avait
deux domaines pas franchement distincts, mais presque disjoints l'un de l'autre. Hein. D'une part, il y a les observations d'OVNI. Moi, j'avoue que c'est ça qui m'attire le plus. C'est un choix personnel, je peux pas le justifier. Et d'autre part, il y a tout le domaine immense et un peu terrifiant des rencontres rapprochées, avec bien souvent en arrière-plan ou carrément en évidence ces aspects sexuels. Une des questions qui a agité le monde de l'ufologie ces dernières années, c'est par exemple l'histoire de cet Australien d'origine libanaise, Peter Khoury, qui dit avoir eu une visite d'un genre très particulier un matin, et avoir retrouvé à la suite de cette visite très rapprochée, si vous voyez ce que je veux dire, avoir retrouvé un cheveu ou quelque chose qui ressemble à un cheveu blond, qu'il a eu l'idée de faire, qu'il a eu l'idée de conserver d'abord. Il ne l'a pas jeté, il l'a conservé précieusement, et au bout de quelques temps de recherche, il est entré en contact avec un groupe de scientifiques australiens. Je souligne, hein, des scientifiques, ce sont des scientifiques de haut niveau, ce ne sont pas des amateurs, des plaisantins, des clowns. C'est des gens qui vous font des analyses d'ADN quand vous leur soumettez un échantillon. Alors, ces gens d'un groupe qui s'appelle APEG, ça doit vouloir dire Aerial Phenomena Inquiry Group. Ces gens-là ont fait des analyses d'ADN sur l'espèce de cheveux que Peter Khoury a retrouvé sur sa personne à la suite de cette très étrange rencontre. N'en dis pas trop, Joël. Je n'en dirai pas plus. Justement, pour se procurer Lumière dans la nuit, pourrais-tu nous rappeler les coordonnées postales ? Alors, Lumière dans la nuit, ou en abrégé LDLN, BP 3, 86 800, Saint-Julien-Lars, L''ARS. Le meilleur moyen de contacter LDLN, c'est d'envoyer une lettre à cette adresse. Merci beaucoup d'avoir passé ces 2 heures avec nous, Joël. C'est moi qui vous remercie. On a fait ce tour d'horizon. Bonne soirée à tout le monde. Oui, merci et à très bientôt, évidemment. À bientôt. Au revoir, Joël Ménard. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h.